Bienvenue à tous. C'est un chercheur pluridisciplinaire, écrivain, historiographe, documentariste, conférencier, un combattant contre l'ignorance, contre l'inculture et pour la vérité historique, celle qui réhabilite l'Afrique et son peuple. Il est du Congo-Brazzaville, mais disons qu'il est panafricaniste tout simplement. Il s'agit bien sûr de Nizim Lasconi que nous recevons dans le fauteuil blanc. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et merci justement d'avoir répondu à notre invitation. Nizim, c'est une contraction de votre nom. Oui, c'est l'acronyme de Ngombulu, Yasangi, Yaminabantu, prénom totémique Congo qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. C'est un prénom qui met en garde quiconque voudra me faire du mal. Et je vérifie, comme quoi le nom, vous êtes justement dans cette logique, vous voulez dévorer l'impérialisme. Non, je ne veux pas dévorer l'impérialisme, je ne voudrais pas être emmerdé, c'est pas la même chose. D'accord, ok. Vous êtes né à Brazzaville, vous avez grandi à Paris, vous vivez d'ailleurs en France, c'est bien ça? Non, je ne vis pas en France, ça c'est une confusion, je ne sais pas pourquoi les gens veulent absolument me localiser quelque part. Je suis un globe-trotteur n'a pas un lieu fixe parce que j'ai embrassé une carrière qui me fait voyager. Dans l'année, je voyage à peu près trentaine de fois. Il y a 12 mois dans l'année, il m'arrive de vivre dans 20 pays différents ou dans 40 localités différentes compte tenu de mon activité. Mais pas dans votre pays, le Congo? Non, pas dans mon pays, le Congo, mais je suis né, j'y retournerai quand je voudrais. Il suffit juste de changer le régime. Contraint par le régime, Sassou Nguesso? Oui, nous sommes de nombreux Congolais à être en exil. Je pense que l'essentiel de l'expertise congolaise se trouve à l'extérieur. Sauf pour ceux qui ont fait le choix d'aller à la mangeoire. En tout cas, nous résistons. Alors on pourra se demander si ce n'est pas quelque part aussi une fuite de responsabilité, un refus de s'assumer quand on se dérobe de la résistance sur place, résister hors du pays, loin du peuple congolais. Je pourrais exemplifier sur plusieurs personnalités qui ont vécu en exil et qui ont eu des résultats probants. Prenons l'exemple de Jacob Zuma qui a été président de l'Afrique du Sud. Il a passé 10 ans à Robben Island, il a passé 10 ans en exil au Mozambique, il est revenu triomphalement dans son pays. Thabo Mbeki, qui a été président de l'Afrique du Sud, a vécu en exil. L'ayatollah Khomeini, qui est à l'origine de la plus grande révolution dans le Golfe arabo-persique, persique, a vécu longtemps en France. Il est rentré en 1979 par Air France et on sait ce qui s'est passé. Je pourrais citer des tas d'exemples. Cory Aquino, qui a dirigé les Philippines, a vécu longtemps aux États-Unis. Donc, des exemples, l'exil n'est pas une faiblesse, bien au contraire. On peut impacter de loin? Absolument. Moi, je suis contre le martyr. Parce que les martyrs, qu'avons-nous fait de la veuve de Sankara? Qu'avons-nous fait de la veuve de Lumumba? Un père responsable se doit de veiller sur ses enfants et sur sa femme. Moi, j'ai connu l'orphelinat, j'ai été orphelin dès l'âge de 12 ans. Je connais la douleur de ne pas avoir de père et je ne voudrais pas infliger cela à mes enfants, d'autant plus que je ne vais pas au front avec des armes. J'utilise des armes intellectuelles qui sont la plume et la langue. C'est peut-être ça aussi l'objectif des régimes de dictature, de vous éloigner pour être plus tranquille? Non, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que les choses vont changer parce que la dictature n'est plus un mode de gouvernance acceptable au XXIe siècle. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire. Déjà, ils ne parviennent plus à nous museler, c'est déjà une victoire pour nous. Voilà. D'accord. Vous êtes donc au Burkina Faso, à Ouagadougou, pays de Thomas Sankara, pays du professeur Joseph Kizerbo. Depuis votre arrivée, avez-vous senti justement la vision de ces deux hommes, ces deux panafricanistes? Je pense que dans les rues de Ouagadougou, les visions de ces deux illustres personnalités ont impacté le pays depuis toujours. Je pense que si Thomas Sankara n'avait pas été au pouvoir au Burkina Faso, ce pays serait resté comme il était avant, c'est-à-dire à l'époque de la Haute-Volta, parce que ce pays s'appelait Haute-Volta, il n'attirait pas grand monde. C'est quand il est devenu Burkina Faso qu'il est devenu un pays phare. Et c'est ce phare qui nous attirait. Pays donc des hommes intègres. Dans le peuple, dans la jeunesse, mais aussi dans le politique, l'attitude du politique, est-ce que vous sentez je connais très mal la politique du Burkina Faso parce que je me suis focalisé sur sa jeunesse. Et le Burkina Faso a la chance d'avoir une jeunesse en or. Nous sommes sur une terre fertile où tout pousse, même les révolutions. Et quand je vois les résultats obtenus par cette jeunesse, parce que c'est celle-là qui est à l'origine du changement, c'est celle-là qui a suscité l'alternance, la vraie alternance. Aujourd'hui, on se réjouit qu'il y ait eu des élections transparentes dans ce pays sans qu'il y ait de contestation, sans qu'il y ait de fusion du sang. Ça prouve que la jeunesse a travaillé.
Donc la jeunesse a enfanté une nouvelle classe politique ou une nouvelle façon de diriger. Et je ne peux que m'en féliciter. Vous étiez à l'université Joseph Kizerbo. Oui, déjà, je me réjouis que l'université ait changé de nom, parce que Kizerbo était pour moi un père. Je voudrais ici lui rendre hommage. Le professeur Joseph Kizerbo et son épouse, feu Jacqueline Kizerbo, sont mon parrain et ma marraine dans ce pays. C'est le CEDA, le Centre d'études pour le développement africain, initié par le professeur Joseph Kizerbo, qui pour la première fois a organisé une conférence en 2006 qui s'intitulait « Conférence pour la mémoire collective ». Et dont le professeur Georges Madiega était le modérateur et le professeur Salif Traoré, qui a été l'ambassadeur du Burkina Faso au Danemark. Donc j'ai eu pour modérateur ces illustres personnalités. Je pense qu'aujourd'hui, je me dois de rembourser la dette que j'ai contractée dans ce pays. Et donc, le nom de l'université qui change, Joseph Kizerbo, mais aussi l'université Thomas Sankara. C'est la seule université pour l'instant dans laquelle je n'ai pas encore conféré ou dispensé mes modestes connaissances, mais ça ne saurait tarder. Il y a les noms, mais ce n'est pas le plus important, ce sont les contenus. C'est déjà la première étape vers l'émancipation, c'est déjà d'assumer son héritage. Le fait qu'il y ait une université qui porte le nom de Thomas Sankara, le fait qu'il y ait une université qui porte le nom de Joseph Kizerbo, traduit un changement de mentalité. Et nous allons avancer. Le contenu, c'est à nous, enseignants-chercheurs, de le mettre. Et ce n'est pas toujours, malheureusement, pas le cas. Vous, enseignants-chercheurs, on ne fait que répéter toutes ces théories apprises dans les universités européennes, américaines. Et d'ailleurs, on prend plaisir à dire que j'ai fait la Sorbonne, Harvard. C'est toujours comme ça le discours que vous tenez. Non, pas moi. Moi, personnellement, si vous allez sur mon site internet, vous verrez que je mets toujours en exergue ma formation initiatique, parce que ma formation académique ne pèse pas par rapport à ma formation initiatique. Je suis l'un des rares Africains qui peut se prévaloir de connaître l'Afrique comme sa poche. J'ai séjourné dans 419 villages africains avec mes propres moyens, femmes et enfants. Je connais le Burkina Faso probablement mieux que beaucoup de décideurs politiques burkinabés. C'est un pays que j'ai traversé de long en large. J'ai eu la même expérience avec le Ghana, pays que j'ai traversé de long en large. Le Mali fait 1 245 000 km², je l'ai fait environ 900 000 km², c'est-à-dire de Kidira jusqu'à Niafunké. Donc j'ai une très bonne expérience de l'Afrique. Je pourrais exemplifier sur pas mal de pays. Pour vous donner un exemple, ce qui m'a valu d'être invité à la tribune des Nations Unies en 2013, c'est parce que je connaissais l'histoire de l'Éthiopie comme ma poche. J'ai fait un exposé aux Nations Unies en 2013, invité par les 55 pays de l'Union africaine. Donc c'est un privilège que j'ai de connaître ce continent parce qu'il me passionne. C'est ici que j'ai vu le jour. C'est sur ce continent que j'ai appris les idéaux les plus nobles de l'humanité. Donc j'aime l'Afrique, je la chéris. Et c'est très important ce que vous dites, connaître l'Afrique pour mieux la défendre, parce que là, malheureusement, les intellectuels africains, beaucoup ne connaissent l'Afrique qu'à travers des livres écrits par des non-africains. Malheureusement pour eux, c'est pour cela qu'il faut ouvrir le livre des ancêtres. Nous sommes là, nous sommes des pionniers dans cette voie. Les hommes comme le professeur Kizerbo nous ont montré que l'ancrage culturel était indispensable si on voulait défendre l'Afrique. Et lorsqu'on lit l'histoire générale de l'Afrique avec ces 8 tomes écrits par des brillants intellectuels comme Cheikh Anta Diop, paix à son âme, dont la naissance sera bientôt célébrée, je crois que c'est après-demain, des hommes comme Ibrahima Baba Kaké qui ont mouillé le maillot. Donc nous, on essaie de suivre leurs traces, parce qu'on a eu des dévanciers qui nous ont éclairés et on suit le chemin. Est-ce que vous avez l'impression que cette relève-là est véritablement bien assurée? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une cassure. Les dévanciers, les pères étaient plus engagés, plus concrets dans l'engagement. Plus engagés, oui, parce qu'il fallait libérer le continent. Ils ont mené une lutte, ils ont été au front, ça a été leur mérite. Mais nous allons essayer de consolider, parce que le plus dur, ce n'est pas de libérer un pays, mais de consolider son indépendance. N'oubliez pas que l'Espagne, le Portugal ont été dominés pendant 800 ans. La lutte est un lent processus. La première république noire ou le premier empire noir africain qui s'est reconstitué dans la Caraïbe, c'est Haïti. Haïti a obtenu son indépendance le 1er janvier 1804. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Si vous partez en Haïti, vous aurez l'impression que nous sommes encore à la case départ. C'est un pays où j'ai enseigné, où j'enseigne, où je suis invité à l'Université d'Haïti pour apporter mes modestes connaissances. Là, on a l'impression que ça débute et pourtant, ils ont mené une lutte épique. On ne peut pas faire mieux que les Haïtiens.
et avec des armes rudimentaires, ils ont battu l'armée la plus puissante du monde, celle de Napoléon Bonaparte, conduite par son beau-frère Charles-Victor Leclerc. Donc c'est pour vous dire que la liberté est un lent processus. Moi, personnellement, je suis un afro-optimiste éternel. Et parce que l'Afrique suscite l'espoir, quand je vois les potentialités qu'il y a sur le continent africain, je me dis qu'on ne peut pas désespérer de ce continent. J'adore ce continent. Afro-optimiste, mais surtout afro-réaliste. Est-ce que cette dynamique est maintenue? Absolument. Mais prenez le cas du Burkina Faso. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école primaire, on faisait la collecte des fournitures scolaires pour envoyer au Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'était un pays qui suscitait de la compassion. Mais quand on voit aujourd'hui l'autosuffisance alimentaire dans ce pays, les denrées alimentaires qui foisonnent sur les étals de marché, on ne peut que s'en féliciter. Le Burkina Faso, en matière d'agriculture, inspire d'autres pays. Sous Sankara, ça a été atteint, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est peut-être plus le cas, mais pour le peu que je vois, en tout cas, ça me donne de l'espoir. Vous avez des pays comme le Gabon qui sont à 90% verts, qui importent de la salade. Et ce n'est pas le cas du Burkina Faso, qui est un pays sahélien. Alors, le panafricanisme aujourd'hui, pour vous, c'est quoi? Comment vous le définissez 60 ans après les On ne peut pas changer la définition du panafricanisme parce qu'il y a eu des pionniers qui l'ont initié. Nous devons suivre la voie. On ne peut pas redéfinir le panafricanisme. Le panafricanisme a été déjà défini et, comme vous avez su le dire à juste raison, nos pères ont eu à poser des actes forts. Prenez le cas de l'honorable Marcus Garvey, considéré comme le père du panafricanisme des peuples, qui a créé le 1er août 1914 la UNIA, Universal Negro Improvement Association, qui est la plus grande organisation des masses nègres de tous les temps. 11 millions d'adeptes et 1600 branches à travers le monde. N'oubliez pas que le Bénin voisin, qui à l'époque s'appelait le Dahomey, a eu un illustre personnage en la personne du prince Kodjo Tovalu Wenou, qui à l'époque a été pendu en 1936 par les autorités coloniales françaises à Dakar pour avoir traduit le Negro World, le journal de Marcus Garvey. Donc c'est pour vous dire que nous avons encore du chemin à faire et qu'on ne peut pas redéfinir ce qui a déjà été défini. Voilà. La question c'est, est-ce que le panafricanisme n'est pas beaucoup plus théorique que concret aujourd'hui? Non, je pense que l'Afrique de l'Ouest, la sous-région particulièrement, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, sont des témoignages du panafricanisme des masses. Il y a une circulation. Combien d'Africains ont des passeports? Allez sur les frontières. Moi, je fais un travail de terrain. Je ne suis pas un homme de bureau, je suis un chercheur de terrain. Et j'ai fait un film qui s'intitule « L'État fédéral en chantier ». Et j'aimerais bien que vous diffusiez quelques extraits de ce film pour voir que les Africains ne croient pas en ces frontières artificielles. Il faut absolument les démonter. Combien de fois j'ai pris un car pour aller jusqu'à Niangoloko ou à Ouangolo de l'autre côté de la frontière? Les gens n'ont pas de passeport. Ce sont des cars entiers, 60, 70 personnes, qui n'ont même pas de pièces de référence et pourtant ils traversent. Ça prouve bien qu'il y a une dynamique. Prenez le cas d'un quartier à Accra qui s'appelle Todou. La plupart des gens qui font l'échange d'argent, ce sont des Nigérians qui sont Ibo, mais pourtant le Nigeria et le Ghana n'ont pas de frontières. Donc les gens traversent. Il y a une réelle volonté de faire. Pour vous donner un exemple, il y a de nombreux cadres congolais qui travaillent au Burkina Faso, qui sont venus ici en 1992. Pendant les crises, le président Pascal Lissouba avait estimé bon d'envoyer ici des étudiants congolais qui, pour la plupart, travaillent pour le développement du Burkina Faso, les échangeurs, les routes, etc., Ouaga 2000. Je ne voudrais pas les citer parce qu'on n'est pas là pour faire de la publicité gratuite. Au Burkina Faso, il y a au minimum une centaine de cadres congolais compétents qui contribuent à l'émergence. J'en fais partie. Je suis congolais, j'enseigne le Burkina Faso au Burkinabé. Des sankaristes, des lumumbis dans la parole, mais pas dans les actes. Hein? Dans les actes, si, puisque le panafricanisme, il faut d'abord le traduire par les actes. Les actes, lorsqu'on travaille à l'émergence d'une nouvelle élite, c'est du concret, ce n'est pas théorique. Moi, j'ai des résultats ici. Certains de mes anciens étudiants sont devenus des professeurs. Et je les ai envoyés dans les villages. Je leur ai demandé de s'engager d'aller enseigner dans l'arrière-pays. Donc là, j'enseigne par l'exemple. Là, vous êtes peut-être un exemple, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas encore atteint cette masse critique capable d'impacter justement les décisions politiques. Je pense qu'il faut être patient. On ne peut pas changer le destin de l'Afrique du jour au lendemain. Nous avons plus de 1500 ans d'histoire d'agression. N'oubliez pas que nous avons connu 3 dites traites, ce que nous appelons, nous, Mafa,
qui signifie en langue swahili catastrophe. C'est presque 1500 ans de catastrophe. On ne peut pas réparer ça du jour au lendemain. Je pense même que c'est un miracle que l'Afrique soit encore debout. Nous sommes en phase de remporter la plus grande des compétitions, la compétition démographique. On estime que l'Afrique, d'ici 2050, donc dans à peine 29 ans, nous allons doubler notre population. Et c'est déjà une grande victoire, malgré toutes les calamités, Ebola, Sida, maintenant coronavirus, nous sommes là. Ça devrait susciter de l'espoir. Vous savez qu'il y a des contrées en Europe, par exemple, je vous donnerai l'exemple d'un pays comme l'Autriche, j'ai failli dire l'Australie, où les municipalités promettent un terrain gratuitement à un couple qui s'engagera à faire un enfant, ne fût-ce qu'un enfant pendant 5 ans. En Afrique, vous savez, il n'y a pas ces problèmes-là. Et vous avez même une ville au Nigeria où une femme sur 3 accouche des jumeaux. Et le facteur humain, c'est très important parce que la richesse d'un pays, contrairement aux théories de certains experts européens qui souhaitent notre perte, comme un problème. Oui, qui est un problème. L'Afrique fait 33 millions de kilomètres carrés pour une population qui est en dessus de celle de l'Inde. Donc, voyez-vous qu'on doit faire des enfants, on doit travailler. Le pays le plus puissant d'Afrique et le pays le plus peuplé, c'est le Nigeria. Donc le facteur humain, c'est important. La plus grande richesse d'un pays, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le coltan, ce n'est pas le pétrole, mais c'est la jeunesse de sa population. Voilà. Je trouve que c'est que nous passons plus de temps à accuser l'Occident, nous ne travaillons pas beaucoup sur nous-mêmes, nous ne faisons pas de lobbying sur nos dirigeants, c'est quand même eux les décideurs, parce qu'il ne faut pas continuer à perpétuer l'impérialisme dans les politiques publiques. Effectivement, mais il faut comprendre une chose, c'est que la plupart des chefs d'État africains ne sont pas légitimes. Et c'est là le problème. Un homme qui n'est pas légitime, qui n'a pas la confiance de son peuple, n'a pas de compte à rendre. Prenez le cas de mon pays, le Congo-Brazzaville, dirigé par un autocrate depuis 36 ans, 3e pays producteur de pétrole. Le pays fait partie des PPTE, pays pauvres très endettés. Label honteux. Et au Congo, on a célébré le fait que le Congo intègre ce club honteux. Voyez-vous, donc avec ce genre de dirigeants, on ne peut rien espérer. Mais prenons le cas de l'Éthiopie. En 1985, moi j'étais au lycée. Je me rappelle, j'étais en France à cette époque-là. On cotisait des denrées alimentaires pour aider l'Éthiopie. Il y avait même une chanson qui avait été initiée par le grand orchestrateur de jazz Quincy Jones qui s'appelle US for Africa. We are the world, we are the children. Aujourd'hui, allez voir l'Éthiopie. L'Éthiopie, lorsqu'on arrive à Addis Abeba, on est fier d'être africain. Moi, pour venir au Burkina Faso, j'ai juste besoin de 6 heures. Si je suis en Europe, si je suis à Paris ou à Londres, j'ai grand maximum 7 heures. Mais je prends toujours Ethiopian Airlines, panafricanisme oblige, 7 heures jusqu'à Addis Abeba, 4 heures ou 5 heures jusqu'à Ouagadougou, parce que cette compagnie fait la fierté de l'Afrique. C'est un symbole, hein? C'est plus qu'un symbole. Vous allez dans n'importe quel aéroport africain, vous verrez toujours un petit avion fatigué, quelque part. Et quand vous voyez un avion, je peux me permettre l'expression, c'est une parabole, un avion en bonne santé, c'est toujours Bruxelles Airlines, Turkish Airways, etc. Vous arrivez à Addis Abeba, Bolé International Airport, vous avez au moins 50 Boeing, Ethiopian Airlines. Ça suscite de l'espoir. Voyez-vous, mais là encore, le facteur humain joue. L'Éthiopie, c'est le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. Donc, incitant nos femmes à faire des enfants. Contrairement à toutes ces théories qui sortent, je ne sais pas où, moi j'ai mis en place dans les universités ce qu'on appelle le panafricanisme affectif. J'incite mes étudiants et mes étudiantes à se mettre en couple. Parce que nous allons créer des couples de panafricains, des petits panafricains, pour créer les États-Unis d'Afrique. Puisque nos dirigeants en sont incapables. Pour accélérer les choses, la masse doit prendre la tête. Et c'est ce que Garvey a fait. Et justement, pour vous aujourd'hui, il y a des pays exemples, justement, en termes de décideurs politiques, de dirigeants. Vous parlez de l'Éthiopie. N'allons pas très loin. Le Burkina Faso est frontalier au Ghana. Le Ghana a lancé un programme ambitieux en 2019, il y a à peine 2 ans à peine, Back to Africa. Mais pour l'Africain qui n'est pas intéressé par le panafricanisme, il ne peut pas comprendre la symbolique. 2019 correspond au 100e anniversaire de la création de la Black Star Line, compagnie maritime de l'Étoile Noire, initiée par l'honorable Marcus Garvey en 1919. Et ça a généré des milliards. Regardez aujourd'hui les malls, les cités qui se construisent, des afro-descendants qui viennent avec une certaine expertise. D'ailleurs, même le Burkina Faso, il y a beaucoup d'Afro-Américains qui souhaitent s'installer ici, mais il faut favoriser justement ce retour. Un homme comme moi, j'aime beaucoup le Burkina Faso. Je contribue à l'émergence d'une nouvelle élite intellectuelle, mais pour venir ici, j'ai besoin d'un visa.
Oui, ça commence là. Le Ghana, justement, qui veut s'affranchir des schémas de financement, notamment de son système éducatif, mais on voit que derrière, les pressions, c'est... Oui, les pressions, mais tant que les populations soutiennent leur gouvernement, je peux vous assurer que le problème, c'est un problème de confiance entre l'élite politique et la population. C'est pour ça qu'il faut travailler à l'avènement de dirigeants, justement, légitimes. Absolument, mais bon, je pense qu'ici... Ça, c'est le travail des intellectuels, de la presse. Je pense qu'ici, vous êtes bien parti pour cela, puisque le président Kaboré a été élu démocratiquement. Je n'ai pas vu de fusion de sang, je n'ai pas eu le blocage de pays, il n'y a pas eu un gouvernement parallèle. Après, il y a les politiques publiques. Est-ce que, justement, ça traduit cette réalité, cette vision panafricanisme? C'est au Burkinabé, parce que je ne vis pas ici. Moi, je viens en tant qu'enseignant donner des coups de main de temps en temps, parce que je ne suis pas titularisé. Beaucoup plus de bénévolat qu'autre chose. J'ai rarement été rémunéré dans ce pays. C'est par amour que je viens ici. Donc c'est au Burkinabé de prendre leurs responsabilités. Voilà. Prendre leurs responsabilités, justement, peut-être qu'on est sur la bonne voie. Il faut que dans les pays africains, on travaille dans ce sens. Comment se fait-il que chez vous, au Congo-Brazzaville, on a du mal justement à opérer ce changement à la tête de l'État? Non, je pense qu'il ne faut pas voir l'Afrique à travers des lunettes, des RFI, tous ces médias propagandistes. Je voudrais ici tout d'abord, on est à BF1 ici, donc on doit avoir une vision africaine. Si on veut regarder l'Afrique à travers des lunettes étrangères, on aura un regard étriqué. Moi, mes lunettes, mon opticien s'appelle Marcus Garvey, je regarde l'Afrique à travers des lunettes africaines. Pour répondre concrètement à votre question, je vous dirais que le Congo-Brazzaville fut l'un des premiers pays africains à avoir mené une révolution en 1963, qu'on appelle le Trois Glorieuses, qui a renversé le président Fulbert Yulus. Effectivement, avec le temps, on se rend compte que ce n'était pas le pire chef d'État. Au Congo-Brazzaville, nous avons eu 6 chefs d'État. Sur les 6 chefs d'État, il y en a un seul qui a quitté le pouvoir pacifiquement. Donc des révolutions, on en a eu. Il y a eu des révolutions de palais, des révolutions de masse. Nous avons eu la deuxième conférence nationale la plus réussie après celle du Bénin en 1992. Nous avons organisé une élection transparente qui a amené un scientifique au pouvoir, le professeur Pascal Essouba. Malheureusement, l'erreur qui a été commise par les Congolais, enfin, je n'en fais pas partie, puisque je ne suis pas électeur au Congo, j'ai grandi à l'extérieur. Que s'est-il passé? Au lieu de neutraliser ceux qui ont fait du mal au pays, on a procédé à une cérémonie qu'on appelait la cérémonie de lavement de mains. Sauf que les politiciens ont lavé les mains, n'ont pas lavé leur cœur. Conclusion, 5 ans plus tard, ceux qui ont été pardonnés sont revenus avec une armada pour faire 120 000 morts. Et aujourd'hui, on a probablement peut-être atteint le demi-million. Voilà les erreurs qu'il faut réparer. Et peut-être que le Burkina Faso, si vous ne faites pas attention, vous risquerez de vous retrouver dans ces situations. Et d'où justement l'intérêt de la veille citoyenne, être permanemment vigilant. Absolument, absolument. Alors pour vous, justement, parlons, vous êtes dans le système éducatif, parlons-en. L'exemple, ça devrait être par là, c'est par là qu'il faut travailler, justement, éviter qu'on ne pollue justement le logiciel de nos enfants. Quel travail justement sur ce secteur stratégique à votre avis? Alors, je voudrais ici tout d'abord vous dire que moi, à la base, je ne suis pas enseignant, je ne voulais pas enseigner, parce que l'école n'a jamais été ma tasse de thé. J'ai eu la chance d'avoir un père enseignant, mon père était un brillant pédagogue, ma mère était analphabète. Lorsque mon père est décédé, il y a un peu plus de 40 ans, ma mère m'a dit une chose: tu dois suivre les traces de ton père et venger mon destin parce que j'ai été lésé, je n'ai pas pu aller à l'école. Donc, à chaque fois que je voulais quitter l'école, ma mère m'opposait ses larmes. Et aucun digne fils ne verrait sa mère, prendrait plaisir de voir sa mère. Et donc, ma mère, avec ses modestes moyens, a investi dans mon cerveau. Initiative qui a été prise par mon père. La première des choses que mon père a faite, c'était de me faire visiter l'arrière-pays, ce qu'on appelle l'Interland. J'ai commencé mes premières excursions pédagogiques à l'âge de 7 ans. Donc, j'ai visité l'arrière-pays. C'est à partir de là que j'ai pris conscience que l'Afrique doit se développer à l'intérieur. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, le combat que je mène, c'est de mettre le village au cœur des institutions. Parce que l'Afrique stable, c'est l'Afrique traditionnelle. L'Afrique traditionnelle, très important justement. Et là, vous donnez des conférences, vous donnez le savoir en Afrique, mais vous enseignez surtout en Europe, en Amérique. Faux. Faux. C'est complètement faux. Je pense que mon site internet est là pour permettre aux journalistes de se renseigner, parce que j'ai l'un des rares sites qui est bien illustré. Il y a plus de 1000 photos qui montrent où j'ai enseigné. Pour vous donner un exemple tout simple, je suis venu dans le Naori il y a environ une dizaine d'années pour aller étudier l'architecture en Banco. Et comme je me balade toujours avec une caméra, c'est mon troisième œil,
j'ai fixé ma caméra et je vois une pléthore d'élèves passer avec des fournitures scolaires sur la tête dans des sachets. Certains étaient pieds nus. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis renseigné. Je me suis rendu compte que la toiture de leur école dans une localité située à quelques kilomètres de Tchébélé, peut-être même une vingtaine de kilomètres, la toiture était partie, les enfants ne pouvaient pas étudier dans ces conditions. On était en pleine saison de pluie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été m'informer. Je me suis porté bénévole pour donner des cours. J'ai également enseigné dans des villages comme les Morodougou. Mais lorsqu'on aime, on n'exhibe pas ce qu'on fait. J'ai séjourné dans 419 villages africains. Séjourner dans 419 villages africains, ce n'était pas pour boire du thé. C'était pour enseigner, pour y étudier. Et lorsque vous voyez le travail que je fais aujourd'hui, je montre l'arrière-Afrique. Et c'est ça qui suscite le mouvement. L'amphithéâtre C300, hier où j'ai donné ma conférence sur les trésors pillés d'Afrique, est censé contenir 400 étudiants. Il y en avait plus de 1000. Et aujourd'hui, je donne une deuxième conférence sur justement la faillite du leadership en Afrique, opposition de stratégie. Il s'agit d'une étude critique à l'Institut Goethe de Ouagadougou. Venez voir le nombre d'étudiants. Là, ça se bouscule. C'est parce que j'apporte de l'eau potable. Si on veut boire de l'eau potable, mieux vaut aller s'abreuver à la source et non en bouche. Très important. Voilà. Et donc, vous ne donnez pas des enseignements dans les universités Je le fais, mais c'est là où on m'invite le plus. Malheureusement, je n'y peux rien. Il faut bien que je gagne ma vie. C'est ce que je dis. Parce non, que mais là... ce n'est pas là où je passe l'essentiel de mon temps. Parce que ce serait me faire un procès injuste et me voler quelque part une victoire. Parce que je passe l'essentiel. Moi, j'ai enseigné à Niamey. J'ai donné des cours à l'EMIG, École des mines de l'industrie et de la géologie. Les étudiants de l'EMIG me regardent là, en direct BF1, et je crois qu'il est capté au Niger. J'ai donné des cours à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et je voudrais ici d'ailleurs en profiter pour saluer M. Dibo, qui était le directeur de l'EMIG et qui m'a reçu avec beaucoup de sympathie. J'ai eu à donner des cours à l'université de Bamako. J'ai eu à donner des cours à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. J'ai eu à donner des cours ici à l'ULB, Université libre du Burkina Faso. J'en profite pour saluer le directeur, M. Sanou. Je suis quelqu'un qui est très transparent, qui ne triche pas. Je dis cela parce qu'on se dit, la logique aurait voulu que vous donnez plus le savoir aux jeunes Africains. Mais je ne demande que ça. Alors, vous voulez que je vous montre mon passeport? Vous voulez que je vous montre mon passeport? Tenez, je vous montre mon passeport parce que je parle avec des preuves. J'ai fait exprès de l'emmener. Fixez la caméra, s'il vous plaît. Voilà, moi j'adore cet exercice. Voilà pourquoi lorsqu'on m'a dit qu'on m'invitait à Surface de Vérité, j'ai préparé mon passeport. Oui. On y va? Oui, vous êtes prêts? Oui. Attachez votre ceinture. République du Congo. On y va? Voilà. Voici mon visage. Burkina Faso. Tout à fait. Burkina Faso. Burkina Faso. Burkina Faso. Tout à fait. Burkina Faso. Ghana. Niger. Burkina Faso. Ghana. Burkina Faso. Niger. Rien que ce passeport, le Burkina Faso l'a rempli là. Oui. Alors, ne me dites pas que je passe plus de temps ailleurs. Vous pouvez regarder les dates, vous pouvez faire des photocopies si vous voulez. Sans problème. Ça s'appelle la transparence. Voilà. Oui. Alors, ça se voit. Alors maintenant, je fais une demande officielle. Ça fait 20 ans que je viens de donner des cours au Burkina Faso. J'en ai marre de prendre des visas. Si les autorités de ce pays me regardent, je souhaiterais, j'aspire à la citoyenneté du Burkina Faso. Vous voulez un passeport burkinabé? Mais ça m'évitera de prendre des visas. C'est pas agréable. C'est très important. Je voyage avec femmes et enfants. Lorsque je viens au Burkina Faso, 76 € ou 50 000 francs CFA fois 5, ça fait 250 000. Vous rajoutez les tests Covid, j'en ai pour 1 million. J'en ai marre. Voilà. Le ministre Alpha Bari est interpellé là. En direct, je suis prêt à faire mes photos, à faire une demande à titre exceptionnel. Il faudra. Tout le monde aspire à avoir une citoyenneté occidentale. Moi, j'aspire à avoir une citoyenneté africaine. Oui. J'en ai déjà une, j'en ai déjà 2 ou 3. Si je peux en avoir 4 ou 5, c'est bon. Et voilà. Lasconi, en tout cas, avait un passeport burkinabé. Il aime ce pays, il veut un passeport de la CEDEAO tout court. Tout simplement. Voilà. Parce que, justement... Si je peux en avoir un de la... J'en ai déjà un de la CEMAC, si je peux en avoir un de la SADC. C'est ça le panafricanisme. Tout à fait. Puisque nos dirigeants... les frontières nos dirigeants ne sont pas capables de mettre un passeport unique pour toute l'Afrique. Ben moi, j'aspire à avoir un passeport de chaque sous-organisation. De toute façon, ces sous-organisations régionales ne servent à rien.
Il faut les casser, créer un État fédéral. Point barre. Point barre. On a fin d'émission, malheureusement, ça va vite. Moi, je demande qu'à revenir. Invitez-moi au Burkina. Moi, j'adore ce pays. On sera très heureux de vous avoir régulièrement sur nos plateaux. En tout cas, ce n'est pas la première fois que je viens ici. Il faut continuer à éveiller les consciences, surtout travailler sur cette jeunesse africaine qui a bien besoin de connaître son histoire pour mieux défendre l'Afrique dans ce monde, dans l'universel. Merci encore, M. Nizim Laskouni, d'être passé sur le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie de nous aider à mettre en exergue ce que nous faisons et je ne peux que me féliciter du travail que vous faites. Chapeau à vous. Merci encore pour tout ce que vous faites pour cette jeunesse africaine. Ce sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.